Je vais vous parler des méfaits de l'égoïsme et de l'individualisme. Lorsque chacun recherche son intérêt personnel dans la société, qu'est-ce que ça peut créer comme conséquence? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la thématique d'aujourd'hui, les méfaits de l'égoïsme, de l'individualisme, de l'intérêt personnel pour la société. Je commence par me présenter. Je suis José Bert, l'initiateur du courant de pensée La Fédéralitude, et aujourd'hui, je suis chargé de la présidence du Club Fédéralitude Pionnier qui est déclaré à Paris comme un club service. Un club service a pour but de servir la société et d'apprendre les citoyens à servir la société. Notre credo, c'est la gouvernance bienveillante. Entrons donc dans le thème de ce jour. Et je vais commencer par une histoire. Je l'ai lue il y a quelque temps, cette histoire, et elle m'a beaucoup inspiré parce qu'elle permet à tout le monde de comprendre les méfaits de l'individualisme et de l'intérêt personnel exacerbé. Lorsque chacun ne pense qu'à lui, à sa petite personne, à son petit nombril, ce que ça peut causer à la société. Voici l'histoire. Il y avait un maître au sens professeur, qui avait donné à ses élèves, il avait un groupe d'élèves, une cinquantaine ou une soixantaine en tout cas, ils étaient assez nombreux. Il leur avait donné des ballons de baudruche, ce qu'on gonfle, à chacun. Et il a dit, une fois que vous aurez gonflé, vous marquerez votre prénom sur votre ballon. Le maître a demandé à tous ses élèves de déposer leur ballon dans un préau. Ils l'ont fait. Il leur a dit, nous allons sortir de la salle. Donc le préau, c'est une salle où habituellement on fait de la gymnastique ou du sport. Ils sont sortis de la salle. Et à l'extérieur, il leur a dit, maintenant, je vous donne 5 minutes pour que chacun me ramène son ballon avec son prénom dessus. Il a donné le top et tous les jeunes sont entrés ensemble dans le préau avec pour intention de ramener chacun le ballon portant son nom. Vous imaginez le désordre que ça a été. Quand vous avez une soixantaine ou une centaine ou une cinquantaine de ballons et que chacun doit trouver le sien avec son prénom. Ça se cognait, ça allait dans tous les sens. Et aux 5 minutes, il a sifflé. Stop, revenez. Imaginez le nombre d'enfants qui ont pu trouver les ballons avec leur prénom. Il n'y avait même pas 10%. Même pas 10%. Voyant cela, le maître leur a dit, vous voyez, je vous ai donné 5 minutes, à peine 10% qui ont pu ramener un ballon portant leur nom. Donc nous allons inverser le jeu, ramener tous les ballons dans la salle, vous revenez à l'extérieur et cette fois, nous allons procéder autrement. Vous irez dans la salle, vous prendrez le ballon, le premier ballon sur lequel vous tombez, il porte un prénom et vous allez le remettre à son propriétaire. Je vous donne 5 minutes pour réaliser cet exercice. Au top, les enfants sont tous entrés dans le préau, ils trouvaient des ballons, donc lorsque Pierre trouvait le ballon portant le nom de Jean, il l'amenait vers Jean. Et ainsi de suite, Jean trouvait un ballon portant le nom de Paul, il l'amenait vers Paul. Imaginez en combien de temps est-ce que ces enfants ont pu chacun ressortir avec son ballon. En 1 minute, la soixantaine d'élèves a ramené au maître son ballon. Chacun avait son ballon. Et voici la leçon qu'il faut tirer de cette expérience, de cet exercice. Le maître leur a dit, vous voyez, ce que vous venez de faire comme exercice, c'est exactement ce qui se passe dans la société. Lorsque chacun se préoccupe uniquement de son bien-être, de son intérêt, de sa petite personne, il n'y aura pas de félicité, il n'y aura pas de bénéfice pour la majorité. Il y aura toujours une petite minorité qui va s'en sortir. Tandis que
dans le deuxième exercice, où je vous ai demandé non pas de vous préoccuper de vous, de chercher votre ballon, mais de chercher, de remettre à chacun le ballon qui lui correspond, vous avez été beaucoup plus vite et en fait, tout le monde a trouvé son compte. Et cela en 1 minute. Ça a été très très vite. Et vous pouvez faire cet exercice, c'est facile à imaginer, mais vous pouvez le faire un jour si vous voulez vous amuser. Et vous allez voir que ça marche. Eh bien, la société, c'est pareil. Si nous nous préoccupons de l'intérêt général, de ce qui revient à chacun, nous aurons une société beaucoup plus juste. Le premier exercice qu'a donné le maître correspond exactement à ce qui se passe dans les pays du tiers-monde. Beaucoup de pays en voie de développement connaissent en fait des écarts de richesse. Vous avez 5% des gens qui détiennent toute la fortune, pendant que 95% de la population est dans une misère indescriptible. Pourquoi? Parce que chacun est à la recherche de son intérêt, de son bénéfice. C'est l'égoïsme, c'est l'individualisme. Et cela engendre la corruption. Cela engendre tous les vices possibles, les inégalités sociales, la mortalité, parce que quand les plus faibles ne peuvent pas se payer les hôpitaux, la mortalité. Cela engendre des injustices sur les 4 piliers de base que nous appelons ELSA, comme le prénom Elsa, l'éducation, le logement, la santé, l'alimentation. Dans une société où chacun ne cherche que son intérêt personnel, il n'y a que 10% ou 5%, en tout cas une classe très privilégiée qui bénéficie d'écoles, de la santé, du logement et de la nourriture, l'alimentation décente et en quantité suffisante, pendant que les autres passent des mauvais quarts d'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons à tout prix enseigner à nos enfants dès le bas âge que pour qu'une société fonctionne, il y a une éthique minimale à avoir. Et cette éthique, c'est en jargon difficile, compliqué, c'est l'altérité, l'alter ego. Savoir que quand je me préoccupe des autres, en réalité, c'est comme si je me préoccupais de moi-même. Aujourd'hui, je peux être aisé, je peux avoir beaucoup d'argent, mais qui me garantit que mes descendants auront le même privilège, que les choses ne seront pas inversées, qu'ils ne seront pas dans des difficultés. Donc, cette morale de cette métaphore des ballons doit nous servir à comprendre les méfaits de l'individualisme, de l'égoïsme dans la société. Aujourd'hui, les pays du tiers-monde, notamment les pays d'Afrique, vivent 100% dans le premier cas. Chacun ne recherche que sa part. Si vous allez dans les pays scandinaves, que ce soit la Suède, la Norvège, la Finlande, tous ces pays nordiques et la Suisse, je n'arrête pas de vous parler de la Suisse, parce qu'en fait la Suisse n'est pas scandinave forcément, mais c'est un système dans lequel la majorité contrôle les intérêts de la collectivité à travers les référendums, les initiatives populaires, et ça crée des équilibres. Si vous allez dans ces pays scandinaves, un ministre n'a pas le droit d'utiliser la carte bleue du ministère pour payer son taxi. Vous allez en Suisse, vous allez croiser le président de la Confédération ou les ministres, donc ils sont 7, les ministres qu'on appelle les conseillers fédéraux. Vous allez croiser les conseillers fédéraux dans les transports en commun. Et s'ils ont un taxi à prendre, ils prennent avec leur propre denier, leur carte bleue. S'ils ont des extras à faire, ils le font avec leur argent. Mais en aucun moment, il y a une confusion entre ce qui appartient à la collectivité, à l'État, et ce qui leur appartient. Dans nos pays, les pays latins et tout ça, on est encore dans un modèle pyramidal. Les uns ont le pouvoir et se permettent de brimer les autres. C'est pas viable, c'est pas viable. Et c'est ce que copient les pays en voie de développement, les pays africains. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. C'est pour cela que nous devons nous inspirer des modèles qui fonctionnent.
Les humains, c'est tous les mêmes aujourd'hui. On est dans une planète, un monde dans lequel il y a une certaine uniformisation des cultures. On ne va pas dire oui, les Norvégiens, parce qu'ils sont blonds, parce qu'ils vivent au froid, ils ont moins... Non. Regardez comment la Norvège gère son pétrole. Tout est programmé pour que cela bénéficie à la majorité, pour que les générations futures bénéficient des retombées du pétrole norvégien. Mais regardez, tous ces pays africains, Angola, Gabon, Guinée équatoriale, Nigeria, tous ces pays qui ont le pétrole, qu'est-ce que ça donne? Toutes les ressources qu'ils ont. Regardez la RDC, l'or, tout ce qu'ils ont dans le sous-sol, que ce soit le niobium, le manganèse, l'uranium, toutes ces terres rares. L'or, le diamant, ça produit quoi? Rien du tout, que des injustices. Pourquoi? Parce que c'est dans la façon de fonctionner. Tout le monde recherche son intérêt personnel. Tout le monde est prêt à corrompre tout le monde pour faire sortir une voiture de la douane, pour que si on va à l'hôpital, on soit soigné avant les autres. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut se réveiller, il faut copier les bons exemples. Il faut que le dirigeant, lorsqu'on vous donne, c'est un mandat, se préoccupe du bien-être des autres. Que ce soit au niveau municipal, la commune, la mairie, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau de la présidence. Il faut que chacun se préoccupe du prochain. Et ça commence dans les familles. Vraiment dès le bas âge. Moi, mes enfants, je commence à leur expliquer ça. L'autre jour, j'avais mes deux petits garçons, ils se disputaient pour un jouet. Je les ai appelés et je leur ai parlé de cette métaphore. De cette métaphore, je suis parti dans la notion, le principe de l'envie. Que tous ces éléments-là, cet individualisme que nous décrivons, c'est qu'au fond de l'homme, à l'intérieur, dans son cœur, il y a l'envie, le désir. Toujours, on veut la voiture la meilleure, on veut tout ce qui brille, mais on ne pense pas à l'autre. En Afrique, on voit des ministres qui viennent, ils implantent leur maison, on crée la route, ça s'appelle le mitage en urbanisme, c'est la pire des choses à faire quand on veut développer une ville. Le mitage, c'est-à-dire chacun va, implante sa maison là où il n'y a pas de service public. Il faut qu'on tire l'électricité pour lui, la route pour lui. On ne se préoccupe pas. Il n'y a pas une planification globale, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je le vois en Afrique. Le gars, il vient, il implante sa maison, il tire la ligne électrique pour lui, il tire l'eau pour lui. Et là où c'est beaucoup plus apparent, c'est le bitume. Il fait goudronner la route, là, le goudron, le bitume, juste devant chez lui. La route vient, s'arrête devant chez lui. La suite, c'est la misère, c'est la pauvreté. Ça ne le concerne pas. C'est l'égoïsme, c'est l'envie. Tout ça pour que lui, il fasse sortir ses belles voitures. Il en a souvent d'ailleurs 10, 20 dans son parking. C'est l'égoïsme, c'est l'envie. Et donc, j'expliquais à mes enfants que l'envie pose de gros problèmes. L'envie amène la corruption. L'envie amène la jalousie, c'était le vol. Et tout le monde vole. Chacun, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais des pays scandinaves. Il n'y a pas cette mentalité de vol là. Parce qu'il y a une régulation. La Suisse, il n'y a pas cette mentalité de la part de ceux qui dirigent du vol. Non, parce que la société là, on vous contrôle par les référendums, les initiatives populaires, on peut vous destituer à tout moment. Mais dans ces pays où tout va en roue libre, chacun laisse courir comme ça ses plus bas instincts. La même manière, on convoite la femme de l'autre, elle est belle, on la veut. On convoite la nouvelle voiture qui vient de sortir de je ne sais quel pays, on vole dans la caisse. Je vous disais, ces pays nordiques, ces pays scandinaves, vous ne pouvez pas toucher les deniers de l'État parce que vous êtes juste là pour les gérer. Mais dans des pays du tiers-monde, vous voyez le gars, il prend toute la caisse du ministère, c'est pour lui. Ça devient... Il y a un programme, supposons ministère de la Santé, construire des hôpitaux. Non, lui, il prend cet argent, il va le planquer je ne sais où et il jouit de cet argent de manière impunie. Dans l'impunité totale. Et on en est là. Et cette éducation, il faut qu'on l'injecte dès le bas âge, que ce n'est pas bon. L'envie, il faut le contrôler.
l'homme doit se fixer des limites. On ne peut pas vouloir tout ce qui existe pour soi. Il faut penser aux autres. Les écoles qu'on fait quand on paye les impôts, ce sont ces impôts qui vont permettre de construire des écoles pour tous les enfants du quartier. C'est avec ces impôts, cet argent qu'on va construire les routes que vont utiliser et le ministre, et le plus pauvre, et le plus faible, les hôpitaux, ce sera la même chose. Regardez Cuba. Cuba, c'est un pays qui a été fermé par le monde entier. Et pourtant, Cuba, les 4 piliers de base, l'éducation, les Cubains n'ont pas besoin d'aller apprendre à l'étranger. Et ils ont des gens très instruits dans tous les domaines. Ils forment même les médecins. Pour faire des médecins, c'est pas comme ça, hein. L'éducation, le logement, les Cubains, vous ne les voyez pas dormir dans la rue. Certes, peut-être qu'ils n'ont pas les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, etc. Tout le monde a un logement. La santé, d'ailleurs, Cuba est devenu expert en ça. Dès qu'il y a un problème quelque part, même là, pendant le corona, ils ont envoyé des médecins à l'Italie. Et ils ont les médecins à l'appel. Parce que c'est un besoin de base. Sauver la vie humaine, soigner son prochain, c'est fondamental. L'alimentation. Vous n'avez jamais entendu Cuba comme je l'entends dans beaucoup de pays africains. La famine, il faut venir nous aider, amenez-nous des pâtes ou je ne sais quoi, des aides alimentaires. Non, Cuba n'est pas dans ça. La santé, là, vous voyez les épidémies de choléra juste à côté, à Haïti. Épidémie de choléra, il faut que toute la médecine du monde, médecins du monde, j'en passe, médecins sans frontières, à la rescousse. Cuba, vous n'avez jamais entendu ces scandales. Et pourtant, Cuba a été fermé pendant 50 ans du monde. Mais qu'ont fait les Cubains? Ils ont mis l'accent sur l'essentiel. L'essentiel, les 4 piliers de base. L'éducation, le logement, la santé et l'alimentation. C'est ce que tout homme veut. Ensuite, évidemment, il y a cette notion de liberté qui est discutable, mais qui est aujourd'hui en évolution dans Cuba. Et c'est pour cela que nous préférons parler plutôt d'un modèle tel que le modèle helvétique ou le modèle costaricain, dans lequel il n'y a plus de prédation politique. À Costa Rica, ils ont interdit totalement l'armée. S'il n'y a plus d'armée, on ne va plus imposer quelqu'un par la force. Voilà. Donc, si nous parlons de gouvernance bienveillante, ça doit partir de là, du cœur. Nous devons éliminer tous ces défauts, tous ces vices, tous ces envies-là, de toujours vouloir le bien, que pour moi. C'est ce qui fait que certains ont des comptes en banque, ils ne savent même plus qu'en faire, pendant que d'autres ont même du mal à manger. Si vous avez des commentaires à faire, commentez, dites-moi ce que vous pensez de l'envie, de l'égoïsme dans la société, mettez-le en commentaire. Si vous voulez contribuer, vous allez dans notre page à propos, vous nous contactez par notre email federalitude@gmail.com et nous pouvons publier vos vidéos si vous avez quelque chose à dire, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau scolaire. Ce n'est pas une question, la sagesse n'est pas liée au diplôme. Il y a des gens hyper diplômés qui sont des gens corrompus et vous avez des gens sans diplôme qui n'ont pas fait de grandes études mais qui sont des gens très sages et très utiles pour la société. Donc, nous ne sommes pas dans ce paradigme et de toutes les façons aujourd'hui avec des pandémies comme le coronavirus et autres. Et ce qui vient, je vous assure, sera encore beaucoup plus dangereux. Nous serons tous logés à la même enseigne. Donc les pays qui n'ont pas développé la médecine vont souffrir. Les pays qui vivent dans l'anarchie, ils vont souffrir. La seule chose aujourd'hui, c'est d'augmenter notre niveau d'organisation. Je vois les fourmis, les abeilles, les termitières et tout ça, ils sont même plus organisés que certains pays aujourd'hui. Les fourmis et les abeilles sont mieux organisées que beaucoup de pays aujourd'hui. Je ne veux pas dire quel pays. Il y a tellement d'idées chez moi comme chez vous qui nous passent par la tête, mais si on ne les exprime pas, on ne peut pas les communiquer à d'autres personnes. Je ne détiens pas la science infuse, mais je voulais partager ce point de vue. J'espère qu'il édifiera certains parmi vous, que vous pourrez continuer la réflexion et qu'un jour vous me direz, bon, José, moi aussi je veux publier une vidéo dans Fédéralitude et nous en serions
très fier et très heureux de la publier. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien dans vos familles en gardant le principe toujours de l'altérité, de penser à l'autre, parce que le plus grand doit servir le plus faible. C'est là où on voit la grandeur de l'homme, pas le plus fort, le plus grand qui écrase le plus faible et le plus petit. À très bientôt.